Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On va se parler évidemment des États-Unis dans une minute, mais d'abord, est-ce que l'accord sur lequel beaucoup ont fondé de l'espoir entre Israël et le Hamas, est-ce qu'il est en danger? Je voyais Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui est pas du même parti que Netanyahou, mais dans son gouvernement de coalition, il est son ministre. Lui, il menace de démissionner, il dit que cet accord-là menace la sécurité d'Israël. Le ministre des Finances qui régimbe aussi. Est-ce que Netanyahou va être capable, dans sa propre équipe, de faire passer l'accord? Pour l'instant, on a reporté le vote. Alors, il y a une entente qui a été scellée cette nuit. Il y a un vote qui doit avoir lieu dans les prochaines heures. Je pense que ça va passer. Tu parlais de cet électron libre qui est au sein du cabinet M. Ben-Gvir du parti Force juive. Alors là, c'est l'aile extraordinairement à droite dans le spectre politique israélien qui appuie le gouvernement de M. Netanyahou. Il y a deux composantes à cette extrême droite. Il faut voir que la Knesset, c'est un peu comme l'Assemblée nationale, 120 sièges, ça t'en prend 61 donc pour avoir une majorité. Dans le cas Mais de il y a monsieur, plus de partis, là, fait que ça prend oui, des coalitions. Pour gouverner, ça prend des coalitions complexes. Oui, et là, il y a deux partenaires qui sont problématiques pour M. Netanyahou. Donc, M. Ben-Gvir, dont tu parlais, Force juive, et puis M. Smotrich, qui lui est du parti sioniste religieux. 7 sièges pour Smotrich, 6 pour Ben-Gvir. Ce qu'on comprend, c'est donc Force juive, Ben-Gvir va pas voter, va s'opposer, mais il y aura encore pour M. Netanyahou une petite marge au-dessus des 60. Et ce que dit l'autre parti d'extrême droite, c'est qu'il pourrait voter, c'est le cas de le dire, presque la censure, parce que s'il se retire, il n'y aura plus de majorité, après la première phase de l'entente. Je te rappelle que c'est une entente en 3 phases. Première qui devrait durer 42 jours, 6 semaines, avec la libération de 33 prisonniers israéliens vivants. On sait depuis ce matin par l'Élysée qu'il y aurait les 2 otages français dont on n'avait aucune nouvelle, mais qui seraient dans l'eau. Il y a ensuite une deuxième phase où tous les autres otages vivants seraient libérés et la troisième où ce qui reste de cadavres ou de preuves que ces otages étaient encore entre les mains du Hamas seront livrés. Mais ce que dit donc un des alliés, c'est qu'on est bon pour la première étape, mais après ça, on arrêterait de vous appuyer. Mais ce que ça signifie aussi, donc, Mario, c'est qu'on pourrait imaginer, pour survivre, que M. Netanyahou fasse durer les choses après les 42 jours. Parce que Joe Biden, cette semaine, quand il a pris la parole, disait « La première étape peut être prolongée tant et aussi longtemps qu'on n'a pas créé les conditions favorables à la deuxième étape. Par exemple, pour l'instant, les forces armées israéliennes ne se retirent pas de tout le territoire de Gaza, se retirent à certains endroits. Alors peut-être qu'il sera politiquement payant, surprise, dans 42 jours, dans 43 jours, de découvrir que M. Netanyahou, soudainement, est moins pressé de se rendre dans la deuxième étape. Mais je ne veux pas étirer le sujet, mais mettons Ben-Gvir, là. Si tu lui donnais, mettons, lui, là, il y a 7 sièges, là, mais si tu lui donnais le pouvoir absolu, là, tu lui donnais un gouvernement majoritaire, lui, il ferait quoi avec la guerre? Et il exterminerait les Palestiniens jusqu'au dernier? C'est quoi son plan de match, là? C'est exactement ça. Peut-être pas jusqu'au dernier, mais c'est une guerre à finir pour reprendre le contrôle aussi de Gaza. Parce que dans le... parce que lui, il pourrait vouloir réintégrer des territoires carrément cédés aux Palestiniens, là. C'est pas au conditionnel que ça se décline, Mario, c'est-à-dire que c'est très clairement annoncé. Gaza aurait vocation à redevenir territoire israélien comme ça l'était avant Ariel Sharon. Mais là, à ce moment-là, on imagine que c'est aussi une forme d'expulsion forcée de tout ce qui est palestinien. Je les vois très mal cohabiter avec des Palestiniens. C'est un plan qui, évidemment, ne remporte pas l'adhésion d'une majorité d'Israéliens. Tu disais 7, c'est 6 sièges, mais ça reste que 6 sièges sur 120. C'est 5%. Je comprends bien. Ben oui, exact. Bon, parlons des États-Unis où tu veux nous parler de la transition au cours des derniers jours. Parce que généralement, le nouveau président arrive vraiment le 20 janvier, mais dans le cas de Trump, on a l'impression que dans le dernier mois, c'est lui qui gouverne le pays. Depuis le 6 novembre, le président élu est à peu près
le président, pour toute forme de comptabilité qu'on pourrait faire de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas fait, le président qui est aux manettes. Quoique, M. Biden a signé beaucoup de décrets dont on parle peu, donc qui ne demandent pas d'aller convaincre le Sénat ou la Chambre des représentants, qui dans plusieurs cas n'attirent pas l'attention, sinon que quand il a donné une amnistie à son fils, tout le monde s'en est rendu compte. Il le fait aussi en amnistiant ou en donnant en commuant la peine de plusieurs personnes qui étaient en prison. On le sait parce que ça provoque davantage de vagues, mais M. Biden n'est à peu près pas présent. On l'a vu cette semaine justement parce que il était content d'annoncer l'entente avec le Hamas et Israël sur la libération des otages, mais on l'a pas vu alors que le président Trump est jamais dans l'histoire. Moi, je pense que ça mérite d'être souligné. On l'a dit quelques fois. Jamais dans l'histoire on a vu un président élu qui emmenait si large, qui déjà non seulement annonçait le programme, mais forçait le jeu un peu partout. En temps normal, je ne sais pas si tu te souviens de ces périodes-là, quand j'ai en temps normal, c'était un peu moins vrai il y a 4 ans, quoique M. Biden était assez traditionnaliste. T'sais, un président élu disparaît, profite de cette période de lune de miel où on t'aime parce que tu n'as encore pris aucune décision. Tu t'installes à Washington, à Blair House, qui est en face de la Maison-Blanche. C'est agréable. C'est, dans le fond, tout le succès sans les inconvénients de gouverner, c'est-à-dire se faire des ennemis. Tu te fais une équipe, tu vas chercher les gens qui vont rapidement se joindre à toi. Dans le cas de M. Trump, ça a duré quelques jours. Déjà, son équipe semblait clairement désigné. Il n'y a pas eu de suspense. Ça s'est plus passé à Mar-a-Lago qu'à Blair House. Et Mar-a-Lago est comme la Maison-Blanche, la Summer White House, où le président risque de passer encore beaucoup de temps. Il n'a pas du tout été à Blair House, mais plus encore, c'est qu'il a envoyé des signaux très clairs à tout le monde. On l'a évidemment beaucoup souligné à cause de ce gag sur le Canada 51e État. Mais revenons sur la question, si tu le veux, du Groenland et du Danemark, parce que je me suis un peu intéressé. Je faisais un calcul rapide. Alors, Los Angeles, le coût final des incendies, ça va être entre 150 et 250 milliards si tout va bien. 150 et 250 milliards. Une offre d'achat sur le Groenland, et je suis très sérieux, une offre d'achat s'ils décidaient d'en faire une. Tu as 57 000 habitants. Tu offres 57 milliards, c'est essentiellement 1 million par habitant. Ça devient extraordinairement alléchant, et je le dis très sérieusement parce que c'est à peu près le quart de ce que vont coûter les feux de Los Angeles. J'ajoute à ça que le Groenland, au Parlement danois, c'est 2 sièges sur 169. Soudainement, si tu donnes un statut politique officiel au Groenland, c'est 2 sièges au Sénat américain. On est dans la politique fiction, j'en conviens. Mais quand tu te mets à mettre sur la table ce qui peut être proposé, ça devient rudement alléchant. Parce que mais là, il a nommé son ambassadeur au Danemark, là? Oui, alors, et ça aussi, ça compte. Parce que si on veut comprendre ce qui se passe vraiment en ce moment au plus haut sommet du pouvoir, quand Joe Biden, dans son discours d'adieu avant-hier, disait nous sommes en train de créer une oligarchie de milliardaires de la tech et il faut se méfier, attention, danger. Ça ressemble à ce que les États-Unis ont connu à la fin du 19e, début du 20e siècle avec ceux qu'on appelait les robber barons. Il parle en particulier d'un groupe qui a marqué l'histoire et qui va le faire durablement. C'est les fondateurs de PayPal. Quand tu regardes ceux qui étaient dans le noyau dur de PayPal, tu retrouves qui, entre autres? Elon Musk, Peter Thiel, qui a aspiration à jouer politiquement parce qu'il a appuyé plusieurs candidats. Ça, c'est le gars qui est rendu chez Palantir, là. Est-ce qu'il est chez Palantir? Oui, je pense que oui. Je ne vais pas me tromper, là. Sous réserve. Mais Peter Thiel est aussi à la tête d'un fonds d'investissement très puissant et c'est un de ces investisseurs, de ces premiers joueurs dans PayPal, qui est aujourd'hui l'ambassadeur ou sera l'ambassadeur de M. Trump. Ça a du bon sens. Si tu veux acheter le Groenland, là, puis qu'une transaction internationale par PayPal, ça se fait très bien. Les États-Unis pour acheter le Groenland et payer sur PayPal. Aucun souci, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a même une garantie. PayPal se vend d'après une garantie. Fait que si t'aimes pas le Groenland, tu le retournes puis PayPal te rembourse. C'est pas beau, ça? C'est formidable. D'ailleurs, si tu me permets de revenir en arrière, sur toutes les décisions qui ont été prises dans les derniers jours ou les décrets qui ont été signés par le président Biden ou même des lois qui auraient été adoptées dans les derniers jours, il est possible, il y a une espèce de clause de garantie aux États-Unis. Le Congrès
peut revenir sur des décisions qui ont été prises dans les 60 jours précédents. Alors, jusqu'à quel point on va vouloir revenir en arrière, jusqu'à quel point M. Trump, à partir de lundi, voudra le faire, c'est une des questions intéressantes aussi qui se posent. Mais la nomination, donc, de cet ambassadeur permet-moi de revenir à l'essentiel, de cet ambassadeur au Danemark. C'est probablement pas un hasard si c'est un milliardaire, si c'est un homme d'affaires. Et de voir un jour une proposition en bonne et due forme, je l'annonce pas, mais je peux pas dire que ça me surprendrait. Mm-hmm. Oui, Peter Thiel, c'est bien le gars de Palantir. Palantir, Puis, oui. non, mais juste te donner une idée, Palantir, à matin, transige à 70$ à la bourse. OK? Il y a un an, genre, c'était 10$, là. Ou 12$, là. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, ces gens-là sont déjà tous multimilliardaires. Alors ouais. là, ben là bonne nouvelle, lui a multiplié par 5 sa fortune dans la dernière année. C'est pas mal, là? Quand t'es déjà oui, milliardaire. parce qu'on présume qu'il doit avoir quelques actions de sa compagnie. Oui, encore une fois, je pense qu'on a fait les mauvais choix, Mario. Faire de l'information, c'est d'être condamné à regarder ceux qui sont riches avoir du pouvoir et à la rigueur à décrire ce qu'ils font. Stéphane, salut, bonne fin de semaine. Oui, je vais aller méditer là-dessus sur nos choix de carrière respectifs. OK, bye.